J'ai l'honneur de présenter Bruno Spire pour cette première présentation. Je ne sais pas s'il faut le présenter et comment le présenter. Chercheur, virologue, au départ, quand il était sérieux. Et puis après, il a rencontré l'engagement, les sciences sociales, la qualité de vie. C'est quand même un grand chercheur et on est toujours ravis de travailler avec lui. Merci Bruno. Ça marche comment ce truc-là? Ah voilà, ça marche tout seul, super. J'imagine que j'appuie là-dessus. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir invité à cette Aframed. C'est ma première Aframed et je suis vraiment très heureux d'y participer. Donc on m'a demandé de vous parler de la prévention biomédicale, des évolutions des stratégies de prévention et je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, la prévention, bien sûr, c'est important puisque pour chaque personne, ça évite la personne de s'infecter par le VIH. Et à l'échelon collectif, c'est également important puisque ça permet de stabiliser ou de contrôler une épidémie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire stabiliser ou contrôler? Stabiliser une épidémie, c'est ce qu'on a fait pendant très longtemps en disant, bon, la prévention, ça permet d'éviter qu'il y ait plus encore de personnes qui vont s'infecter, alors que contrôler l'épidémie, c'est d'empêcher toute contamination, ou de manière vraiment au minimum, de manière à tendre vers l'extinction de l'épidémie. Alors les études montrent que pendant tout le temps où la prévention reposait essentiellement sur l'utilisation systématique du préservatif, ça a quand même permis de stabiliser l'épidémie. Puisque au Royaume-Uni, par exemple, il y a eu une étude qui a montré que s'il y avait eu abandon dès le début des années 2000 du préservatif, l'épidémie aujourd'hui serait 4 fois plus importante. Donc on va parler d'outils de prévention biomédicale, donc de médicaments. Pour autant, il ne faut pas oublier que le préservatif, ça a été très utile et ça peut toujours l'être. Mais cependant, le seul préservatif ne permet pas de contrôler l'épidémie. Ça permet de stabiliser, mais pas de contrôler. C'est-à-dire que ça ne permet pas la régression de l'épidémie en utilisant uniquement le préservatif. Et c'est pour ça qu'il faut des outils biomédicaux. Donc, les outils biomédicaux, eh bien, ce sont les antirétroviraux. Et dans les antirétroviraux, on peut les utiliser pour les personnes séropositives, bien sûr pour elles-mêmes, mais pour éviter la transmission. C'est ce qu'on appelle le TASP, le Treatment as Prevention, ou encore ce que maintenant on appelle plutôt U égale U, donc le Undetectable égale Untransmissible. Et puis on parlera ensuite de la PrEP, un traitement que l'on donne aux personnes séronégatives pour éviter qu'elles attrapent le VIH. Alors, parlons du TASP. Donc, je vais essentiellement vous retracer un peu les... Maintenant, tout le monde sait U égale U. Je vais revenir un peu plus. Il faut aller au-delà de savoir, il faut le mettre en application. Mais d'où c'est venu, en fait, toute cette histoire de U égale U? Il y a eu d'abord des premiers arguments où, dans les années 2000, il y a eu des études observationnelles qui ont été faites chez des couples hétérosexuels sérodifférents, où il n'y avait pas de traitement. Et on a pu observer dans ces études observationnelles que la transmission dépendait de la charge virale du partenaire ou de la partenaire qui était infectée par le VIH. Donc déjà, on s'est rendu compte qu'il y avait un rôle de la charge virale dans la transmission. Et puis, le deuxième argument initial, c'est qu'on a très vite vu qu'en traitant les femmes enceintes par des antirétroviraux, on réduisait considérablement le taux de transmission de la mère à l'enfant. Et donc, du coup, on était déjà avec des antirétroviraux qui permettaient la prévention. Et puis, après l'arrivée des multithérapies en 1996, on a eu des arguments épidémiologiques pour pouvoir constater que le traitement avait vraiment un rôle pour diminuer la transmission. La première étude, c'était une étude espagnole qui avait montré déjà à l'époque, avec des antirétroviraux qui n'étaient pas les antirétroviraux d'aujourd'hui, beaucoup moins efficaces, qui ne marchaient pas chez tout le monde, qu'on avait 80% de réduction du taux de transmission dans les couples sérodiférents. Et quand on regardait ceux qui étaient vraiment indétectables, on était bien plus que 80%, on était plus de 95%.
Et puis, il y a eu une méta-analyse en Afrique aussi sur des couples sérodifférents. On a comparé des couples où le partenaire séropositif était traité et là où les couples n'étaient pas traités. Et sur cette très grande étude, on a eu 92% de réduction du taux de transmission. Et en fait, le nec plus ultra, vous savez, en épidémiologie, c'est l'essai randomisé. Eh bien, il y a eu un l'essai randomisé HPTN 0,52 qui a montré chez 1800 couples sérodifférents une protection de 96% après 18 mois d'observation, quand on comparait des couples où le partenaire était traité et où le partenaire séropositif était traité, où le partenaire séropositif n'était pas traité. Et des études, même après cette étude-là, ont montré que ça montait même à 100% si on tenait compte des gens qui étaient traités au moins 6 mois. Et puis, il y a eu des arguments biologiques. On a vu chez les donneurs de sperme qui donnaient leur sperme dans le cadre d'une procréation médicale assistée, on a vu qu'il n'y avait pas de virus à partir de 2007. Avant, il y avait un petit peu de virus avant 2007, parce que les antirétroviraux étaient moins puissants. À partir de 2007, on a vu que tous les hommes qui passaient par une PMA, quand on regardait leur charge virale de ces hommes séropositifs, on ne trouvait plus de virus dans le sperme. Donc la charge virale dans le sang, ça corrèle vraiment très bien avec la charge virale dans les liquides génitaux. Alors qu'il y avait une interrogation à l'époque pour se dire oui, mais ça c'est vrai chez les hommes hétérosexuels, mais chez les hommes homosexuels quand même, qui sont soumis à plein d'expositions, à toutes sortes de microbes, d'inflammations, on va peut-être en avoir un petit peu plus. Et il y a eu cette étude qui avait été menée avec Jade, qui s'appelle Évariste, qui était une étude qui a montré que chez des HSH séropositifs qui avaient une charge virale indétectable dans le sang, 93% d'entre eux n'avaient pas non plus de charge virale positive dans le sperme, et que les 7% qui en avaient vraiment en petite quantité, et on avait des doutes sur leur infectiosité. Puis après, il y a eu des études épidémiologiques qui ont confirmé ces résultats biologiques en suivant des cohortes dans des études sur plusieurs pays, des cohortes de couples HSH sérodifférents. Il y a eu 2 grandes études, une étude Partners, une étude en Australie qui s'appelle Opposite Attract. Et dans ces études-là, on n'a vu aucune contamination survenant au sein de couples homosexuels sérodifférents quand l'homme infecté était indétectable. Et puis, on a eu des arguments écologiques. Donc écologiques, c'est-à-dire en vie réelle, où on a vu que le traitement, quand il est initié plus précocement, était associé à une baisse de l'incidence des nouveaux diagnostics chez les gays à San Francisco. Quand on s'est mis à traiter beaucoup plus tôt les personnes que ce qu'on traitait avant, on a vu que c'était associé à une baisse des nouveaux diagnostics. La même chose à Vancouver chez les usagers de drogue. Et on a vu également en Afrique du Sud que le taux de couverture en antirétroviral était inversement corrélé à l'incidence de l'épidémie. Donc plus il y avait de gens qui prenaient des antirétroviraux localement, et moins l'épidémie était forte. Et récemment, il y a eu les essais d'un essai en population, l'essai Pop-Art en Zambie, où, même si les résultats sont parfois un peu compliqués à interpréter, on voit quand même un impact de cette stratégie de dépister et traiter immédiatement sur l'incidence. Donc tout ça, ça a vraiment changé les choses dans la prévention, puisqu'on a eu, à partir de 2008, cette fameuse déclaration suisse, et à l'époque, pour ceux qui ont connu ça, c'était une véritable révolution où enfin, il y avait des gens courageux qui disaient le préservatif n'est plus nécessaire chez les couples sérodifférents. Alors à l'époque, c'était hétérosexuel seulement parce qu'on n'avait pas tous les résultats chez les homos. Mais en fait, le rapport disait que quand on est indétectable depuis au moins 6 mois, pas besoin de préservatif. Et ça a mis fin à un débat qui agitait tout le monde à l'époque. Et le message actuel s'est transformé en U égale U. Et aujourd'hui, tous les experts nous disent bien qu'il faut une communication très claire sur le sujet sans la moindre ambiguïté. Et là, je crois que c'est vraiment très important, parce qu'il ne faut pas dire « oui, le risque, il est quasiment nul ». Si on dit ça, on a tout faux. Il faut dire « le risque est nul ». Parce que c'est comme ça qu'on va
sécuriser les patients, c'est comme ça qu'on va enlever la stigmatisation, c'est comme ça qu'on va rentrer le VIH dans le cadre d'une maladie vraiment chronique, et que tout discours qui est de dire oui, il y a quand même un petit risque, ça continue à entretenir la peur, le stigma, ça continue à entretenir une espèce d'ambiance dans laquelle les gens vont avoir peur de se faire dépister. Donc c'est très important que le U égale U soit clairement annoncé, comme le montrent les résultats scientifiques. Et bien sûr, toutes ces évolutions ont permis d'arriver à la stratégie aujourd'hui où il n'y a plus de recommandations OMS avec des seuils de CD4 et il faut traiter tout le monde. Alors bien sûr, ça a conduit bien sûr aux cascades, je ne vais pas revenir là-dessus, on en a vu suffisamment depuis le début de cet inframed. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que du coup, avec le TASP, on peut contrôler l'épidémie? Et là, il faut bien comprendre une chose, c'est que à l'ère des traitements qui empêchent la transmission, le virus il se transmet essentiellement à partir des personnes qui ignorent leur infection, qui ne sont pas dépistées. En 2010, par exemple, on a vu que 82% des HSH infectés ont acquis leur infection auprès d'un partenaire qui n'était pas diagnostiqué. Et la modélisation que je vous présente sur cette diapositive, qui a été faite par Andrew Phillips, a montré qu'il faudrait 90% de personnes séropositives dans l'année qui suit leur contamination pour contrôler l'épidémie. C'est-à-dire pour avoir moins d'un cas pour 1000 par an en 2030. Si notre objectif c'est le contrôle de l'épidémie, il faut vraiment que le délai entre le moment où on est infecté et le moment où on est diagnostiqué soit moins de 1 an pour 90% des gens. Vous savez qu'en France, on estime que c'est autour de 4 ans et on n'est pas du tout au 1 an. Et dans d'autres pays, j'imagine que c'est du même ordre ou pire encore. Donc, c'est pour ça que pour arriver à ce contrôle de l'épidémie, soit il faut répéter le dépistage chez les populations qui s'exposent. Il ne suffit pas de faire un test une fois, il faut faire le test tous les 3 mois quand on est exposé régulièrement. Ou alors, il faut utiliser le deuxième outil qui est la PrEP. Donc la PrEP, c'est quoi? C'est traiter les séronégatifs pour prévenir l'acquisition du VIH. Donc c'est prendre un traitement avant de s'exposer. Il ne faut pas confondre la PrEP avec la PEP, c'est-à-dire le traitement post-exposition, qui est une stratégie de rattrapage. Et il faut savoir que la PrEP, on parle beaucoup de PrEP dans le VIH, mais tous les gens qui s'occupent de paludisme, quand on voyage et qu'on va en Afrique en zone d'endémie, et qu'on prend de la PrEP pour le paludisme, puisqu'on prend des antipaludéens en prévention avant de s'exposer, même si on nous a dit qu'il fallait mettre des manches longues et mettre du repellent qui pue, qu'on n'aime pas mettre. Et donc on prend un médicament qui permet d'éviter, si jamais le moustique vous pique, vous ne savez pas à l'avance s'il va vous piquer ou pas, eh bien vous prenez de la PrEP anti-palu. Et bien la PrEP du VIH, c'est la même chose. Et donc les essais de PrEP, les premiers essais de PrEP qui a été fait chez l'homme, c'est l'essai IPREX qui a été fait en Amérique du Nord et du Sud sur environ 2500 HSH et qui avait donné des résultats mitigés puisque l'efficacité était que de 44%. Donc ce n'est pas extraordinaire, mais quand on analyse plus finement ces données, on voit que la moitié des gens qui étaient dans l'essai, de toute façon, ne prenaient pas le traitement. Et quand on réanalyse l'essai par rapport aux gens qui avaient effectivement pris le médicament comme le prouvait le dosage de médicaments dans le sang, on a une efficacité à ce moment-là qui était de 92%. Donc c'est quand même nettement mieux que 44%. Quand on prend le médicament, ça fonctionne. En France, on a eu l'idée de faire l'essai hypergay pour tester un autre schéma que de prendre un comprimé tous les jours, qui était de prendre un comprimé de façon discontinue en fonction de la demande, en fonction du fait qu'on ait un rapport sexuel ou pas. Et donc l'intervention de hypergay, c'était prendre du Truvada à la demande, bien sûr dans un contexte où il y avait mise à disposition de préservatifs, où on traitait les IST, où il y avait bien sûr du counseling, de l'accompagnement. Et il y avait la même chose pour ceux qui avaient du placebo, mais ils avaient tous droit bien sûr au préservatif, au traitement des IST et au counseling. Donc pourquoi avoir voulu tester la PrEP intermittente à la demande? Parce qu'on avait déjà des données qui montraient qu'il y avait pas mal de HSH qui étaient intéressés par l'idée de prendre un traitement à la demande.
il y avait eu une enquête qui avait été faite dans la population, une enquête communautaire, que bien sûr c'est plus coût efficace, ça permet de moins prendre de médicaments, et qu'a priori peut-être que ça pourrait être mieux toléré puisqu'on est aussi exposé à moins de molécules. Et donc on a testé l'efficacité de cette stratégie. Et le résultat, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, on a pu démontrer dans cette stratégie à la demande une efficacité de 86% dans l'essai qui a été mené par Jean-Michel Molina et son équipe. Alors ça, c'était chez les hommes gays. Il y a eu pas mal d'essais de PrEP chez les hétérosexuels dans des contextes africains. Et là, les résultats étaient plus, disons, mitigés. Il y a eu les deux premiers, Partners PrEP et TDF2, c'est des couples sérodifférents où la personne du couple infecté n'était pas encore sous traitement parce qu'à l'époque, on ne traitait pas tout le monde. Et on a pu voir que dans ces essais, la PrEP qui était prise par le partenaire ou la partenaire non infectée, eh bien ça fonctionnait globalement plutôt bien parce qu'il y avait une bonne motivation, une bonne observance de la personne séronégative qui connaissait le statut du partenaire et qui prenait donc le médicament. Par contre, il y a eu des essais qui ont été menés chez des femmes à haut risque pour beaucoup de travailleuses du sexe, les essais FemPrEP et Voice, où là, ça n'a pas du tout marché parce qu'on est arrivé avec la PrEP en pensant que ça correspondait peut-être à leurs besoins et que l'observance a été très mauvaise et en fait, ça n'a pas fonctionné. Alors aujourd'hui, quelles sont les questions qui se posent autour de la PrEP ? D'abord, la première question qui est souvent posée, c'est la désinhibition comportementale. C'est-à-dire le fait, et il y a toujours ça, chaque fois qu'il y a une nouvelle innovation en médecine, on pense que les gens vont faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en gros, vous donnez la PrEP aux gens, mais alors vous allez voir, ils vont augmenter leur rapport sexuel, ils vont faire n'importe quoi, ils vont avoir des pratiques encore plus hard, ça va être la catastrophe. Et on n'a pas du tout observé de désinhibition comportementale dans aucun essai PrEP jusqu'à présent. On a pu voir, certes, une hausse des diagnostics d'IST chez les PrEPeurs aujourd'hui. Il y a un petit peu plus d'IST qu'avant. Mais sauf qu'avant, on ne la recherchait pas aussi systématiquement qu'on la cherche aujourd'hui. Et donc cette hausse d'IST, on n'arrive pas forcément à la corréler au fait que c'est dû à la PrEP ou c'est simplement dû au fait que la PrEP a entraîné un diagnostic beaucoup plus fréquent, enfin une recherche beaucoup plus fréquente d'IST, car beaucoup d'IST sont asymptomatiques et ne conduisaient pas les personnes à aller consulter. Les autres questions autour de la PrEP qu'on a aussi, c'est quelles sont les modalités de PrEP qu'on peut mener aujourd'hui. Il y a des équipes qui voudraient trouver des façons d'initier encore plus rapidement la PrEP. Quelqu'un qui vient, on n'est pas obligé de faire 36 bilans, de faire revenir la personne, que ça prenne même une semaine, parfois ça peut décourager des personnes, et de pouvoir tout de suite, dès que la personne vient, lui donner la PrEP tout de suite. Donc il y a ce type de réflexion. Il y a aussi la réflexion autour de l'accompagnement, puisque beaucoup de programmes de PrEP se font avec un accompagnement communautaire. Et pour le moment, l'accompagnement communautaire, on a tous l'impression que c'est important, mais on n'a pas vraiment de preuves scientifiques de l'importance de cet accompagnement. Et puis, comment faut-il le faire? Est-ce qu'il faut que ce soit vraiment des acteurs communautaires? Est-ce qu'il faut que ce soit des équipes soignantes? Est-ce qu'il faut le faire systématiquement? Est-ce qu'il faut le faire qu'au début et ensuite en faire moins? Tout ça n'est encore pas du tout très clairement établi. Et puis l'autre question qui se pose aussi, c'est l'arrêt de la PrEP. Il y a des gens qui veulent arrêter, qui en ont marre au bout d'un moment. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes? Et surtout, comment on fait pour que ces personnes, si elles se réexposent, ne se contaminent pas et repensent à ce moment-là, si la PrEP ne leur convient plus, de revenir au préservatif. Alors, ce qui est important aussi de savoir, c'est que la PrEP est-ce que la PrEP a un impact sur l'épidémie? Et on a pu le voir dans certaines villes. On a pu voir que la PrEP est associée à une baisse de l'épidémie à San Francisco, à Londres, à Sydney. Et que ça colle un peu au modèle qui avait été fait, c'est-à-dire que plus la couverture en PrEP est importante, plus il y a de gens qui en prennent, et plus on a de chances que l'épidémie baisse. Et donc, vraiment important qu'il y ait le maximum de gens exposés qui soient couverts par la PrEP. Alors, aux États-Unis, ils ont le problème des inégalités sociales de santé, où, puisque la PrEP, par exemple, c'est surtout les Blancs bien éduqués qui l'ont,
Et les hommes gays des communautés black et latinos ont peu d'accès à la PrEP, notamment pour des raisons de non-accès aux soins. Et donc ça pose un vrai problème pour contrôler l'épidémie. En France, les derniers chiffres estimaient la couverture à 10 000 PrEPeurs. On attend les nouveaux chiffres, et 10 000, sans doute, ce n'est pas assez. On a besoin de publicité. En France comme ailleurs, il faut que les populations soient au courant que cet outil existe. Alors j'ai presque fini, il me reste 2 diapositives. Ça, cette diapositive, c'est pour vous montrer ce que certains auteurs appellent la cascade de PrEP, c'est-à-dire toutes les étapes pour rentrer dans la PrEP. Et peut-être la première étape, c'est déjà être au courant que ça existe. Puis après, il y a l'envie d'y aller, il y a le fait qu'on puisse y accéder, il y a toutes ces barrières qui existent pour l'accès à la PrEP, qui sont très importantes. Mais la première, et je pense qu'on en est là, celle-là, on n'est pas optimal, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens qui ignorent même que ça existe, et notamment dans les populations clés qui pourraient la recevoir. Et donc, il faut en parler, il faut qu'il y ait beaucoup plus de publicité et que ça dépasse uniquement les connaissances des milieux communautaires et qu'il y ait de la publicité grand public. Et je terminerai avec cette affiche qui avait été faite par l'association AIDE de publicité grand public, qui avait été collée dans le métro à Paris pour avertir sur que la PrEP, ça existe, avec un comprimé par jour, ça vous protège du VIH. Malheureusement, c'est des campagnes qui devraient être faites par les autorités de santé, et ça n'est pas fait. C'est pas normal que ce soit une association qui soit obligée de faire ça et qui doit compter sur la générosité des annonceurs pour pouvoir mettre l'été, quand il n'y a personne, quelques affiches dans le métro parisien. Ça devrait être toute l'année. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Bruno. Juste avant de passer la parole à 2-3 questions, je voulais faire 2 points. Le premier, je trouve qu'on ne le dit pas assez, mais tu l'as pointé un petit peu, c'est finalement, on sait tous que la première cascade, c'est le dépistage. Bon. Et donc on dit dépister, dépister. Mais là, ce que tu viens de rajouter, ce qui est important, c'est qu'en fait, on veut raccourcir le délai entre l'infection et le diagnostic. Et que ça a été très bien étudié en France, c'est Virginie Supervi qui l'avait fait, et selon les populations, ce délai était plus ou moins long. Et donc, chez les HSH, qui sont des populations qui ont recours au dépistage, eh bien, il y avait en moyenne 3 ans, hein, je crois. C'est ça. C'est 4 ans en moyenne et 3 chez les HSH. Voilà. Et puis, chez des hétérosexuels venant de zones d'endémie, on pouvait passer à 4-5 ans. Et donc, je trouve que pour nous, les moyens de dépistage à mettre en place, c'est pas simplement de faire du dépistage, c'est de le répéter dans certaines populations. Et je trouve que là, il y a un enjeu qui est quand même faut vraiment que tout le monde le sache bien que c'est ça notre enjeu, quoi. C'est d'essayer de diminuer ce timing-là, quoi, parce que c'est pendant ce temps-là qu'on peut contaminer ses partenaires. Ben, on voit bien ce qu'ils ont fait à Londres, où ils ont réussi à la clinique Dean Street. Chaque fois qu'il y avait des gens qui faisaient un dépistage, on prenait leur numéro de téléphone. Bien sûr, on demandait si les gens étaient d'accord, ils l'étaient essentiellement. L'immense majorité des cas, et tous les 3 mois, ils reçoivent un SMS pour dire revenez faire votre test est expiré en gros. Ça fait 3 mois que vous n'avez pas fait de test, il faut refaire. Et les gens reviennent. Et dès qu'il y en a un qui est nouvellement infecté, on arrive à le détecter et tout de suite on le met sous traitement. Et du coup, il a beaucoup moins si on attendait 4 ans, il aurait eu le temps de contaminer plein d'autres personnes. Donc c'est vraiment très très important de penser le dépistage c'est pas simplement le nombre de tests qu'on fait, mais c'est le nombre de personnes qu'on fidélise dans du dépistage répété. Donc ça veut dire qu'il faut continuer à innover, c'est ça que je veux dire dans le dépistage. Et juste un dernier point, je passe la parole juste là. Dans le TASP, qui nous paraît tous évident, c'est recommandé, etc., quels sont pour toi les freins qui demeurent aujourd'hui, je dirais en dehors de l'accession et l'accessibilité au traitement dans certaines régions? Mais y a-t-il encore des freins chez les personnes infectées ou chez les soignants, à ton avis, en 2019? Moi, je ne pense pas qu'il y ait de freins ni à recevoir, ni à le donner. Il y a des freins à dire de la part des soignants que le TASP, vous pouvez être tranquille, au bout de 6 mois d'indétectabilité, vous n'avez plus de risque de transmettre. Et il y a encore beaucoup de soignants qui croient aux résultats scientifiques, mais qui n'osent pas le dire à leurs patients en disant on ne sait jamais ce qu'ils vont faire après et je ne veux pas être responsable de quoi que ce soit. Donc on entend ça en disant on ne sait jamais, au nom de principe de précaution, je ne leur dis pas,
Et du coup, et puis on ne sait jamais, puis il y a quand même un tout petit risque, et puis voilà. Et on se retrouve du coup avec, dans les associations, les personnes viennent, dans les associations on a un autre discours, et les gens se retrouvent totalement déstabilisés avec parfois des discours de leur médecin qui n'est pas le discours de ce qui est dit dans une association. Donc c'est un peu compliqué qu'on n'ait pas tous le même message. Et quand on va aujourd'hui à la CROI et qu'on nous dit à la CROI, il faut être clair, c'est U égale U, c'est 0, il faut dire 0, et que dans la pratique on entend des choses différentes, ça fait un peu bizarre. Je te remercie. Donc il y a deux questions. Merci Bruno pour cette excellente présentation. Je veux revenir sur l'augmentation de l'incidence des IST chez les PrEPers. Est-ce que réellement on dépiste mieux les IST ou est-ce que c'est lié également à la non-utilisation du préservatif chez les PrEPers? Et ça c'est important à savoir pour pouvoir ce qu'on peut recommander. PrEP plus préservatif, parce qu'on peut imaginer PrEP pour le VIH et également hépatite B. On n'oublie pas l'hépatite B également, c'est une IST. Quoique, il faut encore avoir des données, des études pour confirmer ça. Plus préservatif pour les autres IST. Donc, il faut le savoir. Oui, mais enfin, bien sûr, on pourrait faire PrEP plus préservatif, plus scaphandre, plus tout. On n'attraperait rien. Mais honnêtement, est-ce que c'est acceptable? Il faut une prévention qui colle aux besoins des gens et non pas aux besoins des médecins. Que ce soit qui colle aux besoins des gens. Les gens, s'ils sont attirés par la PrEP, c'est justement pour enlever le préservatif. De la même façon, quand la pilule contraceptive est arrivée chez les femmes, il n'y a plus de couples hétéros qui avaient envie de faire pilule plus préservatif. Donc les hétéros, ils ont enlevé le préservatif au moment où la pilule est arrivée. Donc il y a peut-être quelques personnes qui combinent effectivement, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc forcément, je pense que c'est illusoire de vouloir imaginer qu'on aura les deux. En plus, autre chose qui est importante à savoir, c'est que même au temps du préservatif, les études montraient qu'il y avait très très peu de personnes qui utilisaient le préservatif pour les rapports oraux. Et les IST, notamment la syphilis, ça passe beaucoup par les rapports oraux. Et donc les augmentations qu'on voit, certes, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'augmentation du nombre de partenaires, il n'y a pas augmentation de la fréquence des rapports, on voit une augmentation des IST et on voit une diminution encore plus qu'elle était déjà basse, encore plus basse de l'utilisation du préservatif, quand on regarde finement les choses. Et en fait, c'est simplement que du coup, on va diagnostiquer, on va dépister des IST qu'on n'aurait pas dépistés si les personnes avaient été juste à la pharmacie acheter une boîte de capote, n'auraient jamais eu de test de dépistage d'IST. Et comme il y a beaucoup d'IST qui sont asymptomatiques, on les dépiste grâce à ces programmes où on dépiste systématiquement les 3 sites avec des PCR dans les pays qui ont accès, bien entendu. Et là, on voit plein d'IST asymptomatiques qu'on peut... L'hypothèse qu'on a même maintenant, c'est que du coup, grâce à ça, on va les traiter beaucoup plus rapidement et peut-être que dans quelques années, on verra même une baisse. Je prends 2 questions, mais 2 réponses courtes. Question courte, réponse courte. Donc, une question en 2. On a vu les résultats de co-MSM, les pré-résultats de co-MSM PrEP il y a quelques jours. Et il y avait 75% des gens qui étaient inclus qui demandaient une PrEP à la demande versus 25% en continu. Est-ce qu'on a des données de comparatif, d'observance entre les deux? Et deuxième question, c'était... Non, on ne les a pas encore. On les aura, c'est prévu, mais on n'a pas encore ces données. Là, je crois que j'avais une question là. Bon. Alors la dernière pour la... C'est une question remarque pour rebondir sur ce que tu as dit. Les 2 messages essentiels qui sont avec un traitement, on vit longtemps et U égale U, c'est pas simplement le médecin qui doit le dire au patient, ce sont des messages qui doivent passer en communication de masse dans l'ensemble de la population. C'est connu quasiment par personne en dehors du petit monde du sida. Or, on sait que ces 2 messages sont essentiels pour motiver les personnes à aller faire un test de dépistage. Prenez des manuels scolaires. Il y a une étude qui est sortie il y a à peine 2 mois. Dans des manuels scolaires aujourd'hui, le sida, c'est une maladie mortelle qui touche des populations qui ont des comportements mauvais. Et on est encore sur ces messages-là. Il ne faut pas oublier qu'on a encore l'héritage des communications de masse qui ont été faites il y a 25 ans et que changer les mentalités sont longues. Or, ces 2 messages sur le traitement jouent sur l'accès au dépistage. Et si aujourd'hui, il y a consensus sur le traitement universel et dépisté-traité, il n'y a pas de consensus sur le dépistage universel et les bailleurs ne sont pas à l'augmentation du dépistage, ils sont à l'augmentation des taux de positivité qu'on appelle du rendement parce qu'il faut faire de la value for money. Et on va être très loin d'atteindre le premier 90 et encore moins les 90% de dépistés en 1 an. Merci Joseph. Dernière question.
Merci Bruno. Moi, je voulais savoir quel est votre avis par rapport à l'observance des femmes à la PrEP. On sait très bien que la PrEP est aussi efficace pour les hommes que pour les femmes de point de vue biologique, mais malheureusement, les programmes de PrEP pour les femmes ne marchent pas aussi bien que pour les HSH. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est plutôt dû au fait que la façon avec laquelle on fait la publicité de la PrEP, la façon avec laquelle on offre le service de la PrEP devrait être mieux adapté pour la femme pour que ça soit plus efficace? Ben, c'est vrai que, par exemple, dans les études ouvertes, ou qui sont ouvertes aux femmes, on voit très peu de femmes arriver. Donc peut-être que, en tout cas dans le contexte français, peut-être qu'on n'a pas, on ne sait pas s'adresser et mobiliser les femmes qui pourraient en avoir besoin, et qu'on a besoin du coup de travailler avec les... C'est surtout dans notre contexte, c'est surtout les femmes issues d'Afrique subsaharienne, et qu'il y a des programmes avec les associations qui travaillent au niveau de l'Afrique subsaharienne pour trouver des façons de mieux motiver les femmes à venir dans les programmes PrEP. Et globalement, ça passera aussi par un meilleur empowerment de façon générale au niveau de ces populations sur la question du VIH. Merci beaucoup, bravo.